Marc Friedrich est un jeune retraité, membre associé libre de l'Académie nationale de Metz. Il est né à Metz. Jeune ingénieur, il a soutenu ensuite un doctorat de 3e cycle en pétrologie et minéralogie au sein du CREJU, un laboratoire commun CNRS-CEA dédié aux recherches sur l'uranium et qui existe toujours encore aujourd'hui. Il poursuivra ensuite un post-doc jusqu'en 88 à Nancy. Il va alors démarrer sa longue carrière au sein de l'industrie sidérurgique lorraine, à la Solac, spécialisée dans les aciers plats. Il poursuivra au sein de Solac Arcelor en support process et exploitation pour se voir confier la direction technique Europe en soutien à plusieurs sites, Belgique, Espagne, France, Italie. Et il assurera également le pilotage des investissements. Il termine sa carrière en charge du développement des produits. Sa proximité constante avec les laboratoires de recherche de l'Université de Lorraine en fait un témoin incontournable de ce colloque. Marc Friedrich va nous présenter un exemple de transformation réussie d'une industrie de production, Solac et Usinor Sacilor 87-99. À toi, Marc. Je vais donc vous introduire comment ça s'est passé dans la réalité et dans les décisions d'un certain nombre de dirigeants à des moments clés qui ont permis un rebond après effectivement des périodes très difficiles. On a 20 années très difficiles pour la sidérurgie en France avec l'effondrement des effectifs, la remontée des productivités qui sont à droite comme décrit par Pascal, des décisions politiques très importantes puisque Raymond Barre et Jean-Yves Aberer investissent 50 milliards d'euros 2025 pour financer les dispositifs sociaux et accompagner les plans sociaux massifs. Et les banques publiques rentrent au capital des grandes sociétés sidérurgiques en 1978. Elles sont en gros nationalisées de fait. Un moment charnière, c'est 1986-1987, où là, on décide de rassembler en un seul groupe homogène ce qu'il reste des deux gros poids lourds du Nord et de l'Est et Sud, donc Usinor et Sacilor-Solac, qui vont être rassemblés dans un seul groupe homogène sous un même président, Francis Maire, et l'ancien Solac lorrain repris à ce moment-là par Edmond Pachura. Donc deux noms importants qui vont jouer un rôle clé dans toutes les décisions. Parallèlement, depuis plusieurs années déjà, il y avait eu une reconsolidation complète de la sidérurgie sur 3 grands axes qui avaient été choisis depuis le milieu des années 70. Donc le Nord, avec Dunkerque, Mardic, Montataire, Biage, tout un ensemble de sites périphériques à l'usine de Dunkerque. Dans l'Est, c'était la vallée de la Fensch avec Hayange, Florange, sur lesquels on avait axé tous les investissements pour des produits plats. Du côté d'Usinor, dans le Nord, c'était également les produits plats. Les produits longs, on avait tout misé sur le site de Gandrange, Sacilor, Gandrange, bon, plus des sites périphériques, mais l'essentiel était là. La réussite industrielle, elle a été surtout dans les produits plats. Les choix techniques et les décisions prises étaient bons. Les choix étaient bons, les décisions se sont déroulées à un bon rythme, si bien que dans le Nord comme dans la vallée de la Fensch, toute la partie hauts fourneaux, aciérie, train à bande était à un niveau international à la fin des années 70, 1980. On a vu tout à l'heure la coupe de l'acierie de Hayange-Sérémange, donc avec les grands convertisseurs LVS dont on voit le chantier sur l'image en haut à droite. Donc on voyait la grue qui est déjà très grosse, vous voyez la taille du convertisseur, donc 240 tonnes. Investissement réussi, c'était essentiel. Avec également l'arrivée du minerai importé, donc l'abandon de la minette au profit des minerais beaucoup plus riches venant les itabirites et venant des gisements du Brésil, d'Afrique et d'ailleurs. Il y a eu un très gros avantage quand même économique. L'arrivée de ce minerai riche a favorisé les performances et les productivités de toutes les filières, évidemment sur les sites maritimes comme Dunkerque, mais aussi Florange, qui en a bénéficié dans toutes ses productivités et performances.
On a donc Usinor Sacilor qui est créé. On crée une entité qui s'appelle Solac, le Solac bleu, qui reprend le meilleur des activités produits plats du nord, de la Lorraine et de Fos, dans le sud, regroupés sous la direction d'un patron dynamique et clairvoyant, M. Pachura. Et donc, là, tout s'accélère. Il y a une stratégie très claire, une dynamique qui se crée. Tout cela qui est mobilisé sur une dynamique orientée offre-produit vers l'automobile, qui doit être le système le plus rémunérateur. Et donc, on voit très vite les équipements industriels qui s'organisent autour de cet objectif avec des installations, c'est le site de Sainte-Agathe, toutes des lignes de revêtement, les lignes de galvanisation, des lignes de peinture, revêtement organique, qui sont installées à partir de 1988 sur le site de Sainte-Agathe, des investissements complémentaires, des ateliers de flancs soudés qui viennent compléter le dispositif en 1997 avec Sol Blanc. Et donc, Usinor Sacilor et Solac décollent sur cette période. Et en 1996, la réussite, Solac est premier fournisseur en qualité pour les 7 principaux constructeurs automobiles en Europe. Ce décollage-là, il ne s'est pas fait par hasard. Donc, il y a eu effectivement une volonté très claire de lier la stratégie d'ensemble du groupe à ce que pouvait apporter la R&D en termes de développement produit au service des marchés. On se retrouve en 1987 avec des outils R&D importants. Donc là, on est dans le Solac bleu, on est dans les sites qui sont orientés produits plats au sein donc, du groupe Usinor Sacilor. Les sites ont leur propre centre de recherche. Il y en a 5, donc dans le nord, à Fos et à Florange. Ces centres de recherche sont totalement dédiés produits et ne travaillent qu'au développement de produits et à enrichir le catalogue pour les clients. Et évidemment, on va demander à ces 5 sites, ces 5 centres à R&D de collaborer entre eux, de s'organiser, de prioriser, et avec une logique projet très musclée et rigoureuse. À côté, nous avons le Centre commun de recherche, l'IRSID, qui lui prend les recherches à plus long terme et prend les recherches process, dont il s'occupe depuis déjà de nombreuses décennies et dont il s'occupe très bien. Donc c'est l'IRSID à Mézières-les-Messes, mais aussi Saint-Germain-en-Laye à l'époque, Unieux, hérité de Framatome Creusot-Loire, et les 3 vont être regroupés à Mézières en 1995, ce qui va donner une taille critique sur ce centre en 1995. Et pour finir, à l'époque ArcelorMittal, tout l'ensemble de la recherche, y compris produits, va être relocalisé aussi sur Mézières, moyennant 2 ou 3 laboratoires qui vont rester sur d'autres sites. La stratégie R&D est très claire. Francis Maire et Edmond Pachura avaient un projet. Donc la R&D est donc au service de la stratégie du groupe. Elle est d'ailleurs, on devait rendre compte très régulièrement devant eux sur l'avancement de nos travaux et résultats. Donc il y avait vraiment un management fort et un suivi important des résultats. Donc orientation marché client, la R&D travaille vraiment sur des priorités des marchés. Les moyens d'essai sont définis à partir de ces choix et de ces priorités. Le leitmotiv, c'est se différencier par des produits à fort contenu technologique et à fort contenu de service pour les clients, sachant que les coûts, il allait être très difficile de se différencier par les coûts vis-à-vis de nos concurrents. Et donc, c'est bien par la performance des produits et les contenus technologiques de ces produits qu'on allait se différencier. Les axes principaux, c'est évidemment pour l'automobile, l'allègement et la tenue de la corrosion. On va regarder ça d'un peu plus près. Le management projet est musclé et rigoureux. On crée une boucle de fonctionnement, on appelait ça la solution produit ou la solution acier, dans le développement de nos produits nouveaux. C'est-à-dire qu'on avait un chaînage rigoureux depuis l'identification du besoin client à gauche,
fait par soit le client, soit par nos ingénieurs résidents sur les sites clients, transformé en données techniques par des experts de la R&D qui avaient une vue d'ensemble sur toutes ces questions produits et étaient capables de donner les éléments techniques les plus pertinents par rapport aux besoins exprimés par le client. La R&D fait le prototype. Le prototype est ensuite installé, industrialisé, c'est-à-dire qu'on teste la faisabilité de cette version prototype sur un site industriel qui veut bien s'y coller. Derrière, on monte évidemment tout doucement en volume avec les premiers volumes d'essais. Puis, si tout ça se passe bien, le produit rentre au catalogue commercial, donc est géré en gestion commande, puis monte en cadence et après en production régulière chez client. Avec chaque étape étant verrouillée par des bilans très, très complets et conduits par des chefs de projet parfaitement définis. Ça génère beaucoup d'activités et du monde. Pour vous situer les effectifs, donc en 1996, rien que pour la partie automobile, parce que ça s'est fait aussi pour le bâtiment, l'électroménager, les emballages alimentaires, on avait 130 groupes de travail qui travaillaient en parallèle avec 200 ingénieurs et techniciens sur ces développements produits auto, avec des effets pépinières, des effets d'expertise et d'échanges croisés qui fonctionnaient à plein. Les budgets R&D ont doublé entre 88 et 92, passant de 360 à 740 millions de francs, ce qui nous situait à peu près aux environs de 2% du chiffre d'affaires auto. Ce qui est 2%, c'est bien pour une industrie comme la sidérurgie. Et donc, le résultat, c'est que nous avons atteint un niveau qualité équivalent à ce qui était produit au Japon. À l'époque, le Japon, c'était la grande référence technologique. Et donc, en 1996, les constructeurs automobiles Europe nous classent très bien, y compris les transplants japonais. Il y avait Honda en Grande-Bretagne, il y avait Nissan en Espagne. Enfin, il y avait tout un ensemble d'usines japonaises qui produisaient en Europe. Oui, bon, certaines ont fermé, d'autres sont toujours là. Et même réussite là-bas. Alors, nous avons travaillé pour situer, pour donner quelques exemples, on a travaillé sur 2 grandes catégories de produits, les aciers revêtus pour les pièces de peau des voitures et les aciers haute résistance pour tout ce qui est sécurisation des véhicules et donc les pièces de structure destinées à donner de la rigidité et de la solidité aux caisses. L'automobile, dans ces années-là, était sous trois contraintes différentes et qu'il a fallu rendre cohérentes au sein de nos développements. Il y avait tout d'abord la mise en place de normes sur l'anticorrosion, c'est-à-dire que les garanties vis-à-vis de la rouille perforation sont passées rapidement de 10 ans à 30 ans sur les caisses, donc dans les années 90. Il a fallu trouver des solutions produits à même coût, évidemment, parce que imaginer augmenter les prix ne s'imaginait même pas. Donc, il a fallu trouver des solutions rupture pour augmenter la résistance à la corrosion. Parallèlement, se généralisaient les fameux essais crash test avec l'Euro NCAP. Donc, c'est un organisme neutre, européen, qui fait régulièrement des crash tests sur tous les véhicules neufs. Vous pouvez les voir sur leur site. Et qui publie les performances au crash test des véhicules. Il a fallu donc aussi fournir des aciers haute résistance permettant de réussir ces crash tests et surtout faire en sorte que tous les nouveaux véhicules se retrouvent à des niveaux acceptables par rapport à la concurrence. Parallèlement, il fallait alléger les caisses pour tenir les objectifs d'émissions CO2. Pour réussir ce compromis bien difficile, 2 illustrations. Il y a eu une rupture importante avec un produit qui s'appelle l'Extragal. Donc, il faut imaginer qu'avant, les pièces de carrosserie étaient électrozinguées par des très grosses lignes d'électrozingage. Il y en avait une à Florange, Elsa, d'autres ailleurs, qui déposaient sur des grandes largeurs à vitesse lente quelques microns de zinc. Là, avec les procédés de galvanisation à chaud, avec donc une ligne qui en plus regroupait le recuit, la galvanisation et le relaminage final, donc en plus une ligne
une ligne combinée et productive, on pouvait, pour le même prix final, offrir 2 à 3 fois plus d'épaisseur de zinc sur la tôle. Le problème, c'était réussir l'aspect après peinture. Et ceux de Galvanor Ziegler et d'Usinor y sont parvenus dans les années 87. Et derrière, la percée a fait qu'immédiatement, il y a eu 3 lignes construites pour alimenter l'automobile à partir de ce fameux Extragal. Et donc, cette solution est arrivée au bon moment, avec un marché qui était prêt à l'acheter. Et Extragal a généré des revenus et des bénéfices qui ont permis à la sidérurgie de se relancer sur d'autres marchés et poursuivre d'autres développements. De la même manière, au niveau des pièces de sécurité, on a parlé tout à l'heure de l'acier Usibor, donc qui est effectivement en production sur Florange avec une nouvelle ligne de galvanisation toute récente. Elle a 5 ans. Et donc, cet acier Usibor a été développé il y a déjà quelques années, c'était la fin des années 90, des idées qui viennent de Fos. Et cet acier Usibor, en fait, permet de marier aussi une solution rupture. Ça permet de trouver un compromis entre la difficulté d'obtenir des pièces de très haute résistance, mais de forme complexe. Toutes ces structures nécessitent des mises en forme compliquées. La solution trouvée, c'est en fait ici de préparer une pièce déjà préformée à plat. Donc là, c'est le flanc découpé qui est chauffé, mis en forme et trempé. Et donc, on crée une structure de trempe après mise en forme à chaud. Ça s'appelle Press Hardening Steel. Donc, c'est un formage à chaud du flanc suivi d'une trempe. Et maintenant, un très grand nombre de véhicules intègrent ce type de pièces. Et là aussi, ça a permis une percée sur ces pièces de sécurité. Donc là, des images des lignes de galvanisation. Là, d'autres images qui présentent la mise en œuvre de ces... Là, cette fois-ci, ce sont toutes ces pièces de sécurité que l'on retrouve ici sur toutes les structures qui viennent effectivement accommoder. Ici, on a des images d'un crash test simulé où on minimise la déformation de la caisse en utilisant, entre autres, ces aciers Usibor, mais aussi d'autres aciers. Et voilà quelques images donc également de cette nouvelle ligne de galvanisation démarrée en 2020 sur le site de Florange, Galza 2. D'ailleurs, un des hommes clés de ce chantier est présent dans la salle et je l'en remercie. On voit que c'est un chantier assez atypique pour la sidérurgie, avec effectivement des couleurs et un environnement qui montre à quel point les choses ont pu évoluer. Et donc, c'est une ligne qui, d'un point de vue digitalisation de la sécurité, des procédés, de la maintenance, est allée très loin. Je pense que Pierre-Jean Crote, qui sera là à notre table ronde de digitalisation de demain, en parlera certainement. C'est un des exemples les plus achevés actuellement. Avec, je suppose, d'autres lignes plus récentes dont on va parler. Là, on a parcouru les efforts faits sur les développements produits en gros, je résume la recherche Solac à l'époque. Je vais maintenant vous présenter des exemples de projets importants qui ont été développés par l'IRSID et le Centre commun de recherche et qui, eux, ont impliqué des partenariats importants, y compris avec l'Université de Lorraine. J'en ai pas parlé beaucoup jusqu'à présent, des partenariats avec l'Université de Lorraine, parce que la partie développement produit, il y a eu des partenariats, il y a eu des collaborations, mais très ciblées, ponctuelles. Montaterre a beaucoup travaillé avec des universités parisiennes sur... on a eu par exemple Marcel Berveller qui est passé qui a fait beaucoup de coaching, certains d'entre vous le connaissent. On a eu des interventions ponctuelles en soutien, en coaching aux équipes par des enseignants émérites, issus en particulier donc de l'université à Metz. Par contre, les projets montés au niveau de la recherche groupe Usinor-Sacilor, donc IRSID, eux ont très vite mis en œuvre des partenariats importants. Cette recherche groupe, la photo actuelle, pour vous situer, elle se répartit entre Mézières, qui reste
le très gros centre de la recherche et développement d'ArcelorMittal dans le monde. Il y a également d'autres établissements à Villers dans les Asturies, à Gand dans les Flandres belges et à Montataire dans l'Oise. On a également des sites aux États-Unis, enfin un centre de recherche aux États-Unis, un autre au Brésil et un autre dans l'Ontario au Canada. Ces centres de recherche qui travaillent plus sur le long terme ont développé des partenariats importants avec l'Université de Lorraine. Ils ont été historiquement plutôt orientés process. L'activité principale de l'IRSIT pendant longtemps, ça a été essentiellement le soutien aux fourneaux, aux coqueries, aux lignes d'agglomération et aux aciéries. Donc voilà l'historique du campus de Mézières, donc qui sont issus. Le centre de Mézières est issu dès 1947 d'un premier laboratoire qui va s'installer à l'IRSIT de Saint-Germain, donc à Saint-Germain-en-Laye. Parallèlement, en Lorraine se développe une station d'essai dans les années 1958. Ensuite, les choses évoluent régulièrement. Donc, l'IRSIT Saint-Germain est regroupé en 1995. Les laboratoires produits rejoignent le site un peu plus tard en 2006. On a également un laboratoire mine qui rejoint en 2009. Et enfin, les produits longs, parce que jusqu'à présent, on parlait surtout de produits plats. Les produits longs rejoignent en 2018. Donc, c'est un laboratoire qui avant était à Gandrange. Donc ici, des images historiques des pilotes de Mézières. On constate qu'on est effectivement sur des pilotes qui simulent les procédés type convertisseur à la scierie, les fours électriques. C'était l'intérêt principal pendant longtemps de l'établissement de Mézières, c'était ces moyens réduits mais permettant de simuler les procédés à chaud. Là, on voit le site vu d'ensemble et son évolution jusqu'à aujourd'hui, avec donc l'agrégation successive des différents laboratoires. Donc là, les partenariats en Lorraine, donc effectivement, mobilisent effectivement un grand nombre d'instituts et également de laboratoires sur la région, sur Metz et Nancy, avec le souci constant pour le campus de Mézières, donc de maintenir ce réseau de partenariats avec des enjeux de compétences, avec des enjeux également de recrutement, de formation de thésards. Donc, on verra tout à l'heure, je crois qu'il y a actuellement 17 thésards, 17 thèses menées de front sur le centre de Mézières actuellement. Ce besoin d'excellence scientifique partagé avec les partenaires de la recherche académique dans la région, ce besoin est constant, permanent depuis très longtemps et tout à fait maintenu encore. Demain, Jean-Luc Thirion, qui est le patron de la R&D monde ArcelorMittal, mais qui est vraiment issu, on a commencé ensemble par Solac, le Solac bleu, et il est maintenant responsable de la R&D monde, participera à la table ronde du matin sur la décarbonation. Il sera tout à fait heureux de vous exprimer l'engagement et la solidité de l'engagement du groupe ArcelorMittal sur le maintien de sa R&D en France. Quelques exemples pris parmi de nombreux projets. Nous allons parler de Sachem. Beaucoup parmi vous s'en souviennent bien de Sachem. On va parler un peu utilisation des ferrailles dans les fours électriques. C'était le projet Cycle du fer. Et puis un projet long et difficile qui s'appelle Ulcos. On en est à Ulcos 2. Ulcos qui est majeur. On parlait tout à l'heure de la question des ferrailles par rapport à la création d'acier ou de fonte liquide. Les ferrailles vont avoir des limites et donc il faut trouver autre chose en parallèle. L'équivalent de hauts fourneaux, continuant à exploiter un fer origine minerai, mais avec un minimum d'émissions CO2. Ulcos s'y attelle depuis 20 ans. Et on va donc regarder en détail où on en est. Beaucoup de ces projets étaient process pendant très longtemps. Et depuis maintenant plusieurs années, on est sur des projets produits, où là, on voit que les partenariats avec Metz et Nancy se multiplient.
les besoins d'investigation métallurgique, de simulation sont importants et multiples, et on voit immédiatement le cercle des partenaires qui s'élargit. Donc Sachem est donc le premier, on appelait ça système expert, mais on est dans l'intelligence artificielle. On est dans le pilotage d'outils très, très longs et d'outils à forte inertie, très lents, donc les hauts fourneaux, sur lesquels donc, on instrumente les hauts fourneaux, on capte un très grand nombre de données, donc 3000 données par minute. Tout ça permet effectivement de suivre l'évolution de la charge. Je rappelle qu'un haut fourneau, c'est un immense réacteur qui combine pour 1 tonne d'acier produite, on va rentrer 1,3 tonnes de minerai, 0,3 tonnes de coke, 0,2 tonnes de charbon, beaucoup d'air chaud, et on va produire du laitier et de la fonte. Et donc ce système expert Sachem va réussir. Donc lancé en 89, en 1998, tous les hauts fourneaux Solac en France sont équipés. Donc Dunkerque, Florange et Fos, avec des gains importants, puisqu'on est sur des gains de l'ordre de 10 millions d'euros par an, par haut fourneau. Ramené au nombre de tonnes, c'est pas grand-chose, c'est 3 eurotonnes, mais 3 eurotonnes sur des milliers ou des millions de tonnes, ça produit effectivement des résultats économiques très significatifs. Et donc, le projet était un très gros projet qui a mobilisé beaucoup de monde, à la fois au CRAN à Nancy, mais également sur les ressources propres, à l'époque Usinor Sassilor, du centre commun. Et donc, qui a été une vraie réussite. Et je sais qu'il y a plusieurs acteurs importants de ce projet qui sont dans la salle. Autre projet important, donc, on en a parlé tout à l'heure, on va fabriquer de la fonte ou un acier moyen à partir de fours électriques. Donc, ce qui nécessite du coup de regarder les ferrailles, qui sont non plus comme un déchet, mais comme une ressource précieuse qu'il va falloir purifier, trier, préparer. Et donc, cette question a beaucoup occupé sur des niveaux d'enjeu où on voit le rapport 1 tonne produite par un four électrique. Donc, on est sur du 400 à 500 kilos de CO2 par tonne d'acier sur un four électrique, à comparer à 1700 ou 1800 kilos de CO2 par tonne d'acier par haut fourneau. Donc, c'est logique. Et donc, vous verrez demain Neil MacDonald qui vous expliquera qu'en fait, il y a 2 fours chez eux qui sont déjà en service, Thor et Vulcain, Pont-à-Mousson SA. On comprend mieux pourquoi le Pont-à-Mousson SA passe sur des filières ferraille en four électrique pour une partie de sa production fonte. Les hauts fourneaux, c'est notre histoire. Là, il faudra un four électrique beaucoup plus gros. C'est un investissement beaucoup plus important. C'est l'investissement Orion dont on nous a parlé il y a peu de temps. Donc, c'est une problématique qui est travaillée en projet, très gros projet où effectivement le centre de recherche est très investi depuis longtemps. On voit que c'est un méga projet à l'IRSIT depuis 1990, avec de nombreux partenariats qui ont impliqué donc l'Université de Lorraine, l'IRTM2P sur la Moselle, avec des gros financements européens et FEDER. L'idée est donc de travailler sur des techniques de contrôle et d'amélioration de la qualité des ferrailles, et donc c'est des systèmes permettant de trier et de purifier les ferrailles et de les préparer par broyage de manière correcte. On voit ici les établissements industriels contribuant à la production aux émissions de CO2 en France. Bon, le diamètre des cercles est à la proportion de leurs émissions. Donc, on voit immédiatement 2 énormes ronds rouges, donc à Dunkerque et à Fos. Ce sont les hauts fourneaux. Quand Florange était équipée des hauts fourneaux de la Fench, elle avait aussi son rond rouge, mais c'est sûr qu'en 2024, n'y apparaissent plus que les émissions liées à la métallurgie. Bon, là, on est surtout avec les fours qui restent sur ce lac de la vallée de la Fench. Pont-à-Mousson est ici. Les hauts fours d'eau, c'est une question majeure dans la maîtrise des émissions de CO2 d'un pays.
même si on tenait à le relativiser avec Jean-Marc Steller qui m'a aidé à préparer l'affaire. Quand on se compare aux autres, donc là, la France est ici, là, c'est l'Allemagne. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'en Pologne et en Allemagne Est et Ouest, les émissions de CO2 liées aux centrales charbon, donc on est sur l'énergie, hein, la production d'électricité par centrale thermique charbon, on est sur des niveaux bien plus élevés que toute la France réunie. Donc ça, c'est l'avantage du nucléaire et un des effets d'une désindustrialisation qu'on ne souhaitait pas vraiment quand même. Hein. Ulcos, c'est une affaire qui mobilise depuis maintenant effectivement les années 90, dont on a beaucoup parlé au moment de la fermeture des hauts fourneaux de Florange, puisque à un moment donné, l'idée était de faire des hauts fourneaux de Florange un site pilote dans le déploiement d'Ulcos 1, qui était effectivement un projet majeur, financé avec 15 pays, avec des gros partenariats sur l'université de Lorraine, l'INP, l'Institut Jean Lamour, et déjà un producteur d'hydrogène, Alphea, qui était en Moselle-Est. Donc on sait que Ulcos 1 a produit beaucoup de résultats, mais qui n'ont pas connu d'industrialisation. Les décisions d'investissement n'ont pas eu lieu sur la base d'Ulcos 1. Qu'à cela ne tienne, la recherche est opiniâtre. On s'est relancé sur le projet Ulcos 2 parce qu'on sait que de tôt ou tard, il va falloir arriver à des solutions complémentaires à celles des fours électriques. Et donc Ulcos 2, autre projet international qui lui est en cours, c'est de nouveau fait une exploration de 60 solutions de tout type pour tout ce qui pourrait aider à décarboner, capter le CO2, l'injecter dans le sol, l'utiliser pour produire de la biomasse, etc. Tout un ensemble de paramètres avec 4 solutions retenues. Une qui est actuellement en essai, je ne sais plus si c'est à Mézières ou sur un autre site, donc l'électrolyse, donc réduire le minerai par électrolyse avant de l'enfourner. Donc, ce qui aiderait déjà à minimiser les émissions de CO2. Donc actuellement, dans la recherche Arcelor, on est surtout centré sur la réduction du minerai par électrolyse. D'autres sujets sont travaillés un peu partout dans le monde. La recherche ArcelorMittal Mézières, donc en 2025. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un site qui est très actif avec 673 chercheurs permanents, un nombre 35 nationalités. Les recrutements sont, avec ArcelorMittal, les recrutements sont worldwide, avec 13 doctorats donc en cours en ce moment sur le site. Le site est, comme vous l'avez compris, bien équipé en pilote industriel et couvrant maintenant tous les besoins depuis les mines aciéries, coulées continues, l'aminage à chaud, recuit, tous les procédés à froid, permettant vraiment de reproduire l'ensemble des procédés. Et donc, par rapport à la fameuse chaîne d'élaboration des nouveaux produits, ces pilotes nous permettent déjà de tester des solutions prototypes avant d'aller sur les lignes industrielles à échelle complète. Et dernière actualité, ArcelorMittal. Bon, on a beaucoup parlé d'ArcelorMittal à Dunkerque dans la presse ces derniers temps. Il n'y a pas eu que les débats à l'Assemblée nationale concernant ArcelorMittal. Il y a surtout eu le démarrage de nouvelles lignes à côté de Dunkerque, à Mardic, sur la production d'acier électrique. Là aussi, la recherche sur ces aciers a produit des solutions innovantes qui sont maintenant appliquées sur des lignes de production, 600 millions d'euros investis, donc à Mardic, à côté de Dunkerque, pour fabriquer essentiellement les aciers qui servent aux rotors et aux stators de moteurs électriques. Ça permet par empilement d'éléments découpés de bobiner le cuivre, et donc ce qui fait le noyau du moteur, où là aussi, un peu comme Galza 2 à Florange, c'est des lignes où là aussi la digitalisation a été poussée à l'extrême. Donc effectivement, la CGT l'a regretté, ça crée peu d'emplois, oui, mais c'est comme ça. On ne peut pas retarder ces évolutions-là. La digitalisation sur ces lignes a permis de ramener les effectifs sur des lignes de ce type à des effectifs minimum type 17.
17 par poste pour faire tourner l'ensemble qui est là. Pour conclure, cette présentation, on l'a faite à 4 anciens de Solac, d'usineurs Sassilor, ayant eu des responsabilités diverses et variées. Donc les anciens combattants que l'on est, on avait envie de dire que ce qui a permis à Solac et usineurs Sassilor de se sortir du trou donc dans les années 87-88, ça continue. Ça continue un peu partout en Europe principalement, mais ça continue aussi en Lorraine, avec le centre de Mézières qui joue un rôle clé dans tout le dispositif du groupe ArcelorMittal que l'on connaît actuellement. Je peux vous assurer, et Jean-Luc Thirion pourra vous le confirmer demain, les bons principes de 1987 dans la gestion de projets musclés et très serrés continuent à être appliqués dans les stratégies et les méthodes actuelles. Les succès commerciaux continuent, à tel point que, je pense que vous l'avez vu, Stellantis a accordé à ArcelorMittal Europe Produits Plats, là aussi le label de premier fournisseur en 2025. Donc le succès chez les constructeurs automobiles continue, y compris en 2025, avec un groupe mondialisé et toutes les difficultés d'un groupe mondialisé, qui regarde le monde entier avant de regarder la France et ses complexités. Tout le catalogue est là. C'est un catalogue, 60% de ce catalogue, il y a 5 ans, n'existait pas. Donc c'est pour vous dire à quel point ces produits évoluent constamment et dans leurs caractéristiques. Voilà, merci. Merci de me passer le micro. Donc, Gérard Bonhomme, je suis professeur émérite à Nancy, l'Institut Jean Lamour et membre de l'Académie Lorraine des Sciences. La décarbonisation de la sidérurgie, c'est un enjeu majeur et c'est la possibilité d'avoir de l'énergie et de l'hydrogène dont on parle, mais de l'électricité surtout, en grande quantité et pas cher. C'est un enjeu majeur si on veut pouvoir maintenir de la sidérurgie dans notre région. La question que j'aimerais poser, c'est j'ai l'impression qu'il y a des risques de concurrence dans une région qui jusqu'à présent où ces activités étaient très intriquées, entre la Sarre et la Lorraine en particulier. On a l'impression qu'il y a un risque maintenant de mise en concurrence. Et j'ai même peut-être l'impression que ça peut s'aggraver parce que j'ai entendu dire, je ne sais pas si ce sont des simples rumeurs, que le deuxième grand groupe indien, qui n'est pas ArcelorMittal, mais dont j'ai oublié le nom, aurait des velléités d'entrer ou de prendre le contrôle de Saarstahl. J'ai l'impression qu'on rentre dans une période très critique de ces projets de réindustrialisation, ou plutôt de sauvegarde de ce qui reste de la sidérurgie, en mettant en œuvre des moyens très coûteux en énergie, mais qui sont les seuls à mettre en œuvre pour pouvoir décarboniser, pas seulement comme à Pont-à-Mousson, mais aussi pour la sidérurgie elle-même. Alors, effectivement, côté décarbonation des hauts fourneaux et ces questions, les grands projets hydrogène en Europe se sont arrêtés les uns après les autres très récemment. Le seul qui continue à survivre avec des financements État, c'est Saarstahl et Dillin, principalement Dillin. Il y a encore des hauts fourneaux en Sarre. Saarstahl est électrifié intégralement, mais consomme encore beaucoup de fonte issus des hauts fourneaux Dillin, juste à côté. L'ensemble est bien contrôlé par l'État de la Sarre, avec des fondations, des Stiftung, qui verrouillent le capital de ces sociétés. C'est des pratiques allemandes qu'on trouve partout. La plupart des groupes industriels allemands se protègent par des fondations qui ont à peu près 30% de leur capital. Et donc, bloquent d'éventuels OPA à des niveaux forcément limités. Ce qui explique la résilience de ces groupes par rapport aux raids et aux attaques boursières. Donc, effectivement, le dernier projet qui reste, c'est Hydrogène Saar pour Dillin et Saarstahl, où on espère effectivement que le Carlin et les projets de production d'hydrogène par électrolyse sur le site de Saint-Avold-Carlin, on espère bien pouvoir aller au bout de ces projets-là. Donc il y a eu des accords signés récemment dans ce domaine. Donc voilà la partie à peu près certaine à court terme de ce que vous décrivez. Mais oui, tout est important, le prix de l'électricité pour l'électrolyse. Bon, l'hydrogène natif issu des sous-sols par le grisou,
On en parlera demain après-midi longuement. Le sujet avance, mais il avance avec les moyens que la France veut bien lui accorder. Et on a vu tout à l'heure un panneau qui expliquait à quel point la Française de l'énergie avait dû chercher très loin ses financements, parce qu'en fait, elle n'en trouvait pas en France. Gérard Duss, chef de projet. Au travers de la remarque de Marc concernant les capitaux allemands, on peut se poser la même question par rapport à la sidérurgie au Luxembourg, où l'État luxembourgeois a une part, je vais dire, significative au sens de la capacité d'intervenir sur le plan politique dans le fonctionnement de l'entreprise. Le fait que en France, ce ne soit pas dans les pratiques, est-ce que, justement, par rapport à l'ensemble des enjeux futurs de la sidérurgie en France, ça ne rentre pas dans les difficultés que l'industrie au sens large peut rencontrer des difficultés. La résilience de l'Allemagne, on sait pourquoi. La résilience du Luxembourg, on sait pourquoi. La non-résilience de la France, est-ce que c'est lié ? Heureusement, en 1986, quand on a décidé de faire la fusion Usinor, Asinor et Sassilor-Solac, le ministère de l'Industrie avait encore des équipes étoffées, capables de guider une décision publique de manière neutre et solide. Et il y a eu des choix d'hommes exceptionnels. Vous l'avez compris, Francis Mer a marqué beaucoup de monde. Il avait autour de lui tout un cercle, dont Edmond Pachura, dont beaucoup d'autres. Ces qualités d'homme et ces qualités de décision, ça ne se crée pas d'une part. C'est des décennies de construction d'équipes d'experts et de recul. Et malheureusement, au moment de la grande crise de Florange, donc en 2011, ce qui était frappant, c'était le silence complet du ministère de l'Industrie sur ce sujet. Totalement désemparé. Donc, il n'avait plus du tout les équipes d'experts capables de guider la décision publique. Et donc, s'en est suivi le spectacle difficile d'hommes politiques réagissant aux événements. Et ce qu'on est à peu près certain, c'est que depuis, rien ne s'est reconstitué. Donc, effectivement, la question est encore très ouverte. Hervé Obed de l'Académie nationale de Metz voudrait rebondir sur les propos de mon confrère Francis Cocher, dire que dans quelques instants, Joël Berger va parler et aborder le sujet du transfrontalier, qui est un sujet effectivement extrêmement important. Donc, restez avec nous pour la suite, vous allez apprendre des choses très intéressantes. Et revenir aussi sur le sujet du passé et de la culture. J'ai l'impression qu'en France, on a eu du mal à accepter la fin de certaines choses quand on se compare au Luxembourg et à l'Allemagne dont on a parlé. J'observe que sur le site de Esch-Bellewalle, il y a des hauts fourneaux qui ont été entretenus. Ils en ont fait un site extrêmement agréable à regarder, dont ils sont extrêmement fiers. Il en est de même à Völklingen, où là encore, ils ont conservé la totalité de leur industrie. Ils en sont fiers. Ils le mettent en avant et peut-être que, en tout cas, je l'ai regretté personnellement, on n'a pas su préserver toute cette fierté et tout ce savoir-faire, alors que, ça a été dit tout cet après-midi, en tout cas pour ce début d'après-midi, on a fait des grandes choses. Voilà. C'est tout à fait vrai. Et en ce moment, l'aciérie, la belle aciérie dont on a vu la coupe tout à l'heure, là, est en train d'être démolie. Les chantiers de démolition qui commencent sur la Fench, donc les convertisseurs de 140 tonnes, cette aciérie de 1978 ou 80, bref, ça va être bientôt par terre et tabula rasa. Ça, c'est une spécificité ici, où en gros, l'envie de mettre en avant les savoir-faire, les compétences, les fiertés, disparaît au profit de décisions arbitraires venues de très haut. Et on peut le regretter parce que quand on voit comment Völklingen en Sarre a su tout conserver, même les armoires des ouvriers, avec leurs petits carnets, leurs outils, les remarques, leurs sabots, tout est encore conservé. C'est des choses qui montrent bien que le regard n'est pas le même. Donc c'est des friches à débarrasser.